Ouais, bah là, il n'y a plus de doute. Hein. Je suis licencié pour motif économique. Selon les chiffres officiels, plus de 7% de la population active est au chômage, soit 2 millions de personnes. Moi, j'ai passé toute ma carrière ici. Ah, ça fait mal, oui. Pendant plusieurs semaines, le journaliste Benoît Bertrand-Cady a suivi aux côtés des salariés la fermeture d'une usine. Christian et Serge ont vu leur entreprise démontée et vendue sous leurs yeux. Aujourd'hui, c'est difficile, mais je pense que demain, ça va être très très dur. Chronique d'une restructuration économique de l'un des plus importants groupes de textiles français qui vient d'annoncer 284 suppressions d'emplois. Que vont-ils devenir? Ça n'a rien, fin du mois, on est sous les ponts. Cellule de crise a aussi enquêté sur les promesses de reclassement des entreprises pour aider leurs anciens salariés à retrouver du travail. C'est quoi ces cellules de reclassement? Parce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Nous avons enquêté chez Arena, célèbre marque de maillots de bain, et rencontré ces ouvrières qui se battent pour que leur ancien patron respecte ses engagements. De passer des maillots de bain à la maçonnerie, ça leur paraissait tout à fait normal. Apparemment, oui. Quels sont les vrais chiffres du chômage? Après une baisse début 2008, le chômage est aujourd'hui reparti à la hausse. On arrive quand même très rapidement à, je vous dis, presque 19% de la population qui est privée d'un emploi. Nous avons aussi rencontré plusieurs chômeurs, victimes de la culture du chiffre et du résultat de certaines agences à NPE. « 28 avril 2008, banlieue de Mulhouse. Un représentant syndical vient de nous appeler. L'un des plus gros employeurs d'Alsace serait au bord du dépôt de bilan. Il s'agit du groupe textile DMC. Au siège de l'entreprise, nous trouvons des salariés inquiets. Près de 1000 emplois sont menacés. La tension est palpable. Ambiance d'une entreprise en grande difficulté. Vous êtes travaillez ici? Ouais. Faites quoi? RH, les ressources humaines, la gestion du personnel. Passe à la télé, monsieur le maître. Moi, j'ai pas plus envie que ça. Pour l'heure, la direction ne veut faire aucune déclaration. Nous tentons d'établir le contact avec les quelques salariés présents. C'est bizarre, 30 ans dans la même boîte. Mais bon, quand je vois à la télé, justement, on n'est pas les seuls. Et bon, on se disait toujours, on y passera peut-être à côté, ça va rien. Et puis maintenant, on est dedans. 3 heures plus tard, le verdict tombe. Ce sont les syndicats qui l'annoncent aux quelques journalistes présents. Monsieur Desboulins a confirmé donc que demain serait saisi le tribunal de Paris pour une cessation de paiement et pour l'obtention donc d'une procédure de redressement judiciaire. Oui, d'accord. C'est ce qu'on appelle un dépôt de bilan, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Les salariés sont assommés par la nouvelle. Le dépôt de bilan, c'est un mot qui fait peur. Hein. Donc pour eux, en général, le dépôt de bilan, ça signifie mort. Hein. Pour en savoir plus, nous attendons la sortie des représentants du personnel. Vous avez la responsable qui arrive. Bonjour madame. Bonjour. Benoît Bertrand-Cady, je suis journaliste pour France 2. Oui, Graziella Stefana. Enchanté, on fait un reportage Sur sur la situation. de Ouais. l'entreprise. Ouais. Il y a combien d'emplois qui sont en jeu là, pour l'ensemble des sociétés? Il y a bien 850 emplois ici, en tout, en Alsace. C'est énorme. C'est énorme. On veut y croire encore. D'accord. Graziella Stefana n'est pas seulement déléguée du personnel, c'est aussi l'une des plus anciennes salariées du groupe. Nous comptons sur elle pour nous raconter l'histoire de DMC. En 1995, le groupe DMC comptait encore 9000 salariés. C'était le plus gros employeur de la ville de Mulhouse. Pour mesurer son importance, il suffit de se promener en ville. Une avenue porte même le nom de l'entreprise. Pourtant, les problèmes de DMC ne datent pas d'hier. Les plans de restructuration se sont enchaînés, avec à chaque fois des licenciements. Le site historique du groupe a même été vendu en partie à la municipalité en 2005. Nous retrouvons Graziella Stefana. Avec son amie Sabine, elles ont connu l'époque glorieuse où la marque rayonnait à travers le monde.
Voilà à quoi ressemblait l'activité de l'entreprise quand elles ont débuté. Du bruit, des salles immenses, des machines par centaines. Et vidé comme ça fait drôle hein, de le voir comme ça. Il y avait des machines partout. Oui, c'était plein. Juste là, on pouvait circuler. Oui. Et puis sinon, tout était... c'était plein partout. C'est vrai que ça fait drôle. Ces bâtiments vides laissés à l'abandon bouleversent les deux femmes, jamais revenues sur les lieux depuis la fermeture. Ça fait bizarre. En 10 ans, l'industrie textile française a presque disparu. Comme DMC, elle a mal résisté à la concurrence venue d'Asie. C'est douloureux, hein. Je peux vous le dire. C'est douloureux. C'est... Excusez-moi. Excusez-moi. C'est... Je suis désolée, mais ça fait mal, oui. Surtout qu'on n'a rien connu d'autre. Non. Moi, j'ai passé toute ma carrière ici. De voir l'abandon, de voir ce qu'on est devenu, c'est une langue inconnue. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les salariés ont toujours tout donné et on continue à donner. Et que vous n'avez pas été récompensé? Non. Non, aujourd'hui, on ne mérite pas ça. Non, mais on espère quand même toujours. Ça, c'était inéluctable, selon vous? Il y avait quand même moyen de... Non, il y avait moyen de s'en sortir. Oui. Je crois qu'il y avait moyen. En tout cas, la direction n'a pas su trouver ses moyens. Les emplois de DMC sont menacés dans la région, mais aussi dans les autres sites en France. Les magasins qui commercialisent le fameux fil à broder, symbole du savoir-faire de l'entreprise, sont à vendre. Des usines doivent aussi fermer, comme celle-ci située dans la banlieue de Colmar. C'est le site d'Haussmann. Il est condamné. Dans un mois, il fermera définitivement ses portes. 78 salariés seront licenciés. Retour à la rédaction de Cellules de crise pour décider comment nous allons suivre cette histoire. Lyon, c'est la plus vieille entreprise de France, DMC. Oui, elle date du 18e. C'était un des plus gros employeurs de toute la région. 1000 personnes au tapis, mais c'est incroyable. Allez, on va ensemble. C'est une société de textile qui a connu une croissance exceptionnelle, qui est un groupe de légendes. Ils fabriquent un fil à broder que toutes les couturières connaissent, qui paraît-il le meilleur du monde, extraordinaire. C'est un fleuron, quoi. C'est un fleuron industriel. Ils ont fabriqué également des tissus hyper innovants, genre le velours stretch, etc. Ils ont fourni des grandes marques durant des années. Et là, la société va très très mal et devrait être placée dans les jours qui viennent en redressement judiciaire. C'est-à-dire, grosso modo, c'est le dépôt de bilan, quoi. Il y a 1000 emplois en jeu. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. D'accord. Leur concurrence, elle vient d'où? Pourquoi ils ferment? Alors, ils ferment pour des raisons conjoncturelles que connaissent tous les acteurs du textile. C'est un groupe qui est international, qui était international. Ils sont sur un marché en dollars, l'euro est fort. Ils ont une concurrence féroce des pays asiatiques. C'est des raisons, j'allais dire, classiques. Malheureusement banales. Les salaires sont trop chers en France. Faut essayer de comprendre, parce que ça, bon, si tu veux le dossier économique, bon, ben voilà, c'est ce qui se passe malheureusement en Europe. Voilà. Mais pour essayer de comprendre, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et de voir comment tout ça est géré, aussi bien du niveau de la direction que des employés. Et puis de voir comment les choses s'organisent, comment les employés vont vivre ça au quotidien. Il s'intéressait à un site, parce qu'effectivement, il y a un site. Et alors, il y a carrément, c'est ça, 78 personnes qui sont quasiment mis au chômage, là. Il y a un des sites, effectivement, où là, de toute façon, c'est sûr, ça doit fermer. Et ça va fermer avant fin juin, donc ça c'est acté, c'est décidé. On doit, au bout de ce film, essayer de comprendre les deux situations. C'est-à-dire la fermeture d'un site, et ce que ça représente, et qu'est-ce qui se passe lorsque les gens sont en fin de droit, ou quand ils se font rallier. Markolsheim, en Alsace, à 25 km de Colmar. Les premières lettres de licenciement ont été envoyées chez les salariés de l'usine d'Haussmann. Christian Briot a accepté notre présence le jour où sa vie va basculer vers l'inconnu. Ouvrier depuis l'âge de 24 ans, il a toujours travaillé pour DMC. Oui. Christian Briot n'a jamais attendu le facteur avec autant de fébrilité. Bonjour. Bonjour, je vous donne ma fiche. Donc une signature là, s'il vous plaît. Merci, très bien. Là. Ouais. Bonne journée.
Ok. On va découvrir tout ça. Donc là, il y a le... Donc là, il y a le salaire du mois de mai. Ça, c'est le complément. Ouais. Et donc là, apparemment, la douloureuse. La douloureuse, comme il l'appelle, c'est sa lettre de licenciement reçue après 20 années passées au sein du groupe. Christian gagnait 1 300 € net par mois. Donc voilà, donc là, il y a une lettre et apparemment la convention. Christian et sa femme Nicole ont 3 enfants. Leur maison, ils l'ont achetée à crédit, 900 € de remboursement par mois. Ils ont encore 12 années à payer. Ouais, là, il n'y a plus de doute. Hein, je suis licencié pour motif économique. Voilà, disons, on est devant le fait accompli maintenant. Mais bon, c'est vrai que je le montre pas, mais... Ça pousse la tête. Hein. Non, mais bon, honnêtement, je suis pas loin de la larme à l'œil quand même. Après. Maintenant, il va falloir galérer pour trouver autre chose de nouveau, quoi. C'est clair que... Ouais. Si elle n'a plus la maison à payer, bon, ce serait... Il y aurait déjà un souci en moi, quoi. Mais bon, je dirais, il y a quand même encore la maison à payer. Puis il y a les enfants qui font les études, quoi. C'est pas évident, hein. Moi, comme certainement d'autres collègues, nous avons dû quand même aller faire les démarches pour prévenir nos banquiers, puisque voilà. Hein. Ils veulent quand même des garanties. Et la difficulté dans ces moments-là, c'est qu'on n'a aucune garantie. Plus de garantie. Cette fiche de paye correspond au dernier salaire qu'il touchera de DMC. Christian savait que l'usine allait fermer. Avec ses collègues, il s'était battu pour obtenir une prime de licenciement de 8 000 €. À l'annonce de la fermeture du site d'Haussmann en février dernier, les 78 salariés se mettent en grève. Durant 18 jours, 24 heures sur 24, ils occupent leur usine. Ils se battent pour obtenir une indemnité supplémentaire de licenciement. Chaque jour, la presse locale suit l'affaire. Christian est l'un des principaux acteurs du mouvement. Ce qu'on aurait voulu, c'est que la direction ait de meilleures stratégies pour qu'on puisse déjà conserver notre emploi. On n'en serait pas là aujourd'hui déjà. Maintenant, si au niveau de l'emploi, ils ne peuvent plus nous l'assurer, on veut un effort financier, que ce soit pour un reclassement ou des indemnités. Et que les gens qui ont encore besoin, disons, de travailler, puissent rebondir. La direction finit par accepter de payer une prime. 3 mois plus tard, tout bascule. Nous sommes en mai et il n'y a plus d'argent dans les caisses. Les salariés font le siège de la direction. Sous les fenêtres de l'immeuble, les employés d'Haussmann, écœurés, craignent qu'on leur retire leur prime de 8 000 € obtenue de haute lutte. Christian est à nouveau au cœur de la contestation. Tu vas taper toutes les ficelles et eux ils sont en train de toutes les tirer. Qu'est-ce qu'ils font? Putain, même pas 8 000 €, ils sont capables de donner. Ils peuvent donner rien du tout. Bande de salopards. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut attendre. Que attendre? Que attendre? Jouer avec nos nerfs, c'est tout, hein. Et puis c'est quand même eux qui nous ont emmenés à cette situation-là. On nous manipule. Dégoûté. On ne fait que nous manipuler. Et c'est pas simplement ici, c'est partout, hein, c'est national. On nous prend pour des marionnettes. Ce qui révolte particulièrement les salariés, c'est le départ de l'ancien président du groupe DMC, licencié avec des indemnités 1 mois avant la mise en redressement judiciaire de l'entreprise. On ne sait pas pourquoi il a été licencié, pour quelle raison, pour quel motif. Personne ne le sait. Toucher 1,2 million d'euros, alors qu'on ne veut pas nous donner une petite prime de 8 000 €. Non mais en ce moment ils nous prennent pour idiotes, ils prennent les dignités aux gens, on n'a plus de dignité, hein. On ne demandait pas grand chose, hein. Le peu qu'on voulait nous donner, ils nous le prennent, hein. C'est ça qui est dégueulasse, hein.
Parce qu'on ne demande pas à avoir 1,5 million comme le Boubal. Hein. On demande un petit peu et puis avoir un boulot, c'est tout. Hein. Jacques Boubal, c'est le nom de l'ancien dirigeant. À plusieurs reprises, nous avons tenté de le joindre, sans succès. Pourtant, il y a peu, il donnait volontiers des interviews à la presse. Dans ce numéro des Échos, M. Boubal explique les qualités d'un bon manager. Retour à la rédaction. Ces dernières informations soulèvent des questions, notamment sur le rôle des pouvoirs publics dans ce genre de crise. C'est très fort. Qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens aujourd'hui? Rien, parce qu'il n'y a plus d'argent. Il y a 1000 personnes, il y a 1000 personnes au tapis. Rien à négocier. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir des gens du gouvernement pour avoir une explication sur la façon dont ça se passe? Parce qu'on ne peut pas me dire qu'on fout 1000 personnes comme ça en danger, 1000 emplois en danger, sans que le gouvernement ne soit pas dessus, n'ait pas son mot à dire. Est-ce qu'on a sollicité des rendez-vous auprès du ministre Bien sûr, moi ça fait 3 mois que j'ai appelé le cabinet du ministre de l'Emploi, M. Wauquiez. Ça fait 3 mois qu'ils me répondent pas, qu'ils me font patienter. Sur plein de dossiers, le président Sarkozy, lui, est lui-même vachement impliqué. Il est allé dans les usines pour dire vous faire moi jamais. Il s'en est pas occupé là. Ah non, DMC s'en est pas occupé. Il s'occupait d'Arcelor parce qu'Arcelor, il y avait quand même un enjeu énorme avec les Indiens. Un enjeu énorme et puis des moyens. Mais il n'est pas possible que l'État ne soit pas impliqué sur la fermeture d'un site pareil. Il est forcément impliqué. Benoît est allé interviewer le maire de Mulhouse, qui a quand même des responsabilités au gouvernement. Visiblement, les politiques sur ce terrain-là, ils sont un peu impuissants. Enfin, je veux dire, et il dit quoi, le maire de Mulhouse alors? Lui, il ne peut que constater. Il ne peut que constater. Il faut le dire, il s'est un peu battu pour les salariés pour obtenir des départs en pré-retraite, des choses comme ça. Enfin bref. Parce que le plan social, c'est la région qui va le financer. C'est l'État qui va financer le plan social. S'ils sont après aux ACDIC, c'est l'État qui paiera, mais le plan social, pour l'instant, est financé par DMC. C'est-à-dire que le reclassement des salariés, c'est l'entreprise. C'est DMC qui finance. Les conditions de départ de l'ancien dirigeant de DMC. Qu'en pense le maire de Mulhouse? Jean-Marie Bockel a bien connu M. Boubal. Pour aider l'entreprise, il a négocié durant 5 ans avec lui le rachat du site historique de DMC. Du point de vue de ce qui relève de notre responsabilité, de notre compétence, de notre devoir d'anticiper, de ne pas nous en laver les mains, de ne pas nous dire attendons que ça se passe et on verra ensuite, nous avons fait, nous, notre devoir. Et dans la partie crise qui s'ouvre maintenant, nous continuons à le faire. Mais ne me demandez pas de porter un jugement d'industriel ou un jugement de technicien sur, dans les 12, 24 ou 36 derniers mois, les décisions qui ont été prises, qui auraient dû être prises, etc. Parce que je n'ai tout simplement pas la compétence pour cela. Mais le cas de M. Boubal n'est certainement pas, dans le paysage français des dernières années, le cas le plus scandaleux en termes de montant empoché par un dirigeant. Je ne vous parle pas de ces indemnités qui sont parfaitement normales et qui sont même modestes au regard des années qu'il a passées. Je vous parle du délai, 1 mois avant un redressement judiciaire, c'est-à-dire ayant, j'imagine, j'espère pour lui, connaissance de la situation financière de l'entreprise, alors que ces indemnités auraient été plafonnées de manière considérable s'il avait accompagné l'entreprise jusqu'à la situation actuelle. Et qui vous ne savez pas plus que moi les circonstances dans lesquelles il est parti. Je veux dire, je ne veux ni le magnifier, je pense qu'il a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé, c'est évident, puisqu'il était le dirigeant. Le dirigeant a toujours sa part de responsabilité quand ça ne va pas bien, mais je ne vais pas non plus aujourd'hui lui faire porter tout le chapeau des difficultés que DMC a rencontrées ces dernières années. Depuis le départ de Jacques Boubal, un nouveau président a été nommé. Nous l'avons sollicité à plusieurs reprises pour évoquer les difficultés de DMC. Il a refusé. Notre seule chance de le rencontrer, c'est au tribunal de commerce de Paris. Un passage obligé pour une entreprise en redressement judiciaire. Dans une salle d'audience, nous approchons le nouveau président du groupe DMC, François Demoulin. Il en a pris la tête il y a 1 mois à peine. Il découvre l'ampleur de la crise traversée par l'entreprise. Cela l'incite à la discrétion et à la prudence. Vous m'accordez 5 minutes? Dans un processus de redressement judiciaire, tout le monde est fragilisé. Les clients, d'abord, qui doivent avoir la certitude d'être livrés. Les fournisseurs, qui se disent est-ce que j'ai pas fait confiance de façon abusive à cette entreprise. Et puis surtout les salariés qui sont effectivement fragilisés dans leur famille. Tous les jours, quand ils rentrent chez eux, c'est leur famille qui leur pose toutes sortes de questions et leur entourage. Mais j'entends bien vos préoccupations. Pour nous aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'assurer la plus grande cohésion possible de tous les acteurs autour de l'entreprise. C'est comme ça qu'on se sort d'une situation de fragilisation et d'une situation de redressement judiciaire.
Nous renouvelons notre demande. Nous souhaitons suivre la fin d'activité de l'usine où Christian travaille encore. Pourquoi aujourd'hui vous voulez pas qu'on filme dans cette usine, celle qui va fermer, notamment le site d'Haussmann, qui va fermer, donc il n'y a plus de secret industriel. C'est un principe, je ne fais pas visiter, je ne fais pas filmer. Encore une fois, je ne fais pas filmer, j'ai d'autres raisons, il y a d'autres personnes, il n'y a pas que vous qui l'avez demandé, donc on ne filme pas à l'intérieur de nos usines. Ok, bon. Si vous changez d'avis, en tout cas... Non, mais pour nous laisser filmer. Non. Sans cette autorisation de tournage, comment poursuivre notre enquête? Eh ben, on devait avoir les deux côtés et on les a pas. Voilà. Tu parles de la direction. De la direction, bien évidemment. Ils ont compris notre démarche. J'ai été extrêmement pédagogue. Je leur ai expliqué courtoisement. Et surtout, ça fait des semaines que ça dure. Enfin, des mois même. Ils m'ont dit oui dans un premier temps. Et là, soudainement, ils ont dit non. Voilà. Ils ont très peur. C'est un nom définitif, c'est-à-dire qu'on va faire ce film sans le côté direction. Bah justement, il faut qu'on en parle parce que ça. Le reportage va être fait sans. On n'aura qu'un seul côté, quoi, un seul son de cloche. Non, mais non seulement... Ça m'embête un peu, ça. Tu vois. Bien sûr. Comment est-ce que tu fais pour tourner sur le site? Les images des ateliers, les images tu fais comment là? C'est un vrai problème. C'est un problème. La question que nous on a envie de te poser, pour le coup, avec Benoît, c'est si la pression monte, qu'est-ce qu'on fait? Nous, parce que nous, on continue de tourner. Mais est-ce qu'on tourne à l'intérieur? Voilà, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on tourne à l'intérieur du site ou pas? Tu vois, à un moment, on va devoir se poser la question. Tourner, on verra au montage, en tout cas. Ouais. Ramener les images. Donc on tourne dans l'usine? On tourne dans l'usine. D'accord. On tourne dans l'usine. Tu fais valoir le droit à l'info. Si on se fait jeter, on sera jeté. Retour à Markolsheim. Nous avons rendez-vous avec Christian. Bon, allez. Salut. Salut, à soi. Ouais, bonne journée. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Hop là, allez, salut. Assois. Ce matin, il part travailler à l'usine pour la dernière fois. Cette route, il l'a empruntée pendant 20 ans, quotidiennement. Pour moi, cette route, bah, c'est un salaire au bout de la route, à la fin du mois. Une certaine assurance pour la stabilité de la famille. C'est ça que ça représentait un peu cette route. Christian nous fait pénétrer dans l'usine et nous conduit jusqu'à son poste de travail. L'usine semble déserte. Salut Eric, je vais pointer, je reviens. On y est. Dernier pointage. Dernière fois aussi que Christian enfile sa tenue de travail. Là, il y a du bruit. Là, on est vraiment dans le cœur. À l'intérieur, au milieu d'un bruit assourdissant, une centaine de métiers à tisser. Une vingtaine de machines seulement tournent encore. L'usine est presque à l'arrêt. Les quelques ouvriers présents semblent un peu désœuvrés. Tous ont plus de 20 ans d'ancienneté, des années à répéter les mêmes gestes avec application. Aujourd'hui, leur emploi est condamné. Ils continuent pourtant de veiller à ce qu'aucun fil ne dépasse. Un geste un peu dérisoire, par habitude, par conscience professionnelle, parce qu'ils l'ont toujours fait. Christian est chargé de récupérer les rouleaux de tissu pour les acheminer vers le contrôle qualité. Comme beaucoup d'ouvriers de l'usine, il n'a plus grand-chose à faire. Là, c'est l'atelier vérification. Il est en panne, Bah non, mais du fait que l'activité est pratiquement terminée, on est bien ce qui reste. Hein. Les dés sont jetés, bon, on ne peut rien y faire. Hein. Maintenant, il faut se projeter sur l'avenir. Hein. En septembre, on n'est plus là. Hein. Les heures passent, les ouvriers sont presque tous dehors, désœuvrés. Bon, ça fait déjà presque 2 semaines qu'on fout rien. Qu'on fout rien, hein.
On vient là parce qu'il faut venir. Acte de présence. Les autres savent encore et ils ont encore du boulot à faire encore. Hein. Mais nous ici, on le savait déjà d'avance. Hein. Ces 3 sections-là, puis on est arrêté avant. Beaucoup sont fatalistes. Les plus jeunes sont solidaires des anciens, ceux qui pensaient pouvoir terminer leur carrière à DMC. C'est le commerce mondial hein, qui fait ça. Hein. Là, ici, c'est trop cher le tissu. Hein. Il revient trop cher le tissu. Hein. Donc, ils vont voir ailleurs. Hein. C'est normal. Hein. On savait que malheureusement, que c'était une question de durée ici, mais que bon, qu'on ne ferait pas toute notre carrière. Alors que malheureusement, on a quand même 75. Difficile à dire en chiffrer, mais on a au moins les 3/4, disons, de nos collègues qui ont fait toute leur carrière ici. Et donc, pour ceux qui ont vraiment encore quelques mois ou peut-être quelques années à travailler, n'ayant connu que le contexte du textile et que cette activité, ça va être dur, ça va être dur. À quelques mètres de là, nous rencontrons un autre groupe de salariés, leur lettre de licenciement à la main. Au centre, Serge. Il est contremaître. C'est l'un des plus anciens de l'usine. De licenciement qu'on a eu aujourd'hui, que j'ai eu aujourd'hui, après 37 ans, 37 années et demie d'ancienneté. J'ai 54 ans. À partir du 1er juin, je suis demandeur d'emploi. Il faut que je retourne à un autre emploi. Je pense que demain soir, ça va être un gros coup au cœur. Aujourd'hui, c'est difficile, mais je pense que demain, pour quitter tout ça, ça va être très, très dur. Je prends le poste. Le lendemain, c'est le dernier jour de travail de Serge. En tant que contremaître, il bénéficie d'un logement à loyer modéré. Un appartement situé dans l'enceinte de l'usine pour 200 € par mois. Il y a vécu pendant 20 ans. Sa femme Isabelle, elle aussi ancienne salariée de DMC, remplit les cartons. Pour l'heure, le couple n'a nulle part où aller. Vous voulez partir dans combien de temps? On a eu la lettre de licenciement. Donc logiquement, dans 2 mois, on doit être dehors. Le plus difficile, c'est de trouver un appart maintenant. Si on n'a rien fin du mois, on est sous les ponts. On trouverait un appartement chez des privés. Ça, c'est très facile à trouver. Mais vous avez un loyer de minimum 700 € pour un 3 pièces. Si je trouve un travail au SMIC qui est de, je pense, 1100 €, à 700 € de loyer, ben faites les comptes à la fin du mois. Donc notre vie, comme je vous ai dit, prochainement, elle va régresser, notre train de vie. Non, non, je ne vais pas me décourager. Je suis on est prêt à partir. Hein. Je suis prêt à... S'il faut aller dans le nord, on va dans le nord. Hein. L'essentiel, c'est qu'ils trouvent du travail. Hein. On est prêt à quitter nos enfants et nos petits-enfants. Hein. Pourvu qu'ils trouvent du travail. Nous retournons chez Christian. Lui a définitivement quitté l'usine. Il profite de son temps libre pour préparer des concours d'aide-soignants. Il s'attendait à la fermeture de DMC. Il a essayé d'anticiper. Ça fait 2 ans que je prends les différents concours qu'il y a sur la région Alsace pour pouvoir parvenir à devenir aide-soignant. Perturbé par la crise traversée par son entreprise, peu habitué à réviser des cours, jusqu'à maintenant, Christian a raté tous ses examens. Seul espoir pour conserver son train de vie, il vient de réaliser des travaux pour ouvrir une chambre d'hôte. On avait la place, mon épouse a eu l'idée de dire, bah tiens, voilà,
Si on pouvait faire un petit truc, éventuellement le louer, ça pourrait être sympa, puis ça peut toujours être un petit complément. Hein. On a dû faire quand même un crédit, ouais. Parce que bon, avec les salaires qu'on a, bon, ça nous permettait, disons, de vivre, mais bon, voilà, hein, sans plus. Hein. Cet été, peu de touristes ont fréquenté la région. Mais il a bien fallu continuer à rembourser le crédit contracté pour réaliser les travaux. Qu'est-ce qu'il se passe là maintenant avec 78 personnes sur la fermeture du site là? Ils démontent le site là ou... Ben, effectivement, c'est que le site, les machines vont être démontées, probablement vendues, je crois qu'elles le sont déjà, d'après les infos qu'on a. Qui achète les machines? C'est a priori une société du Bangladesh. Donc c'est des gens du Bangladesh qui rachètent des usines, enfin en tout cas des machines françaises. Tout le matériel. Attends, d'accord, mais ça c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On a ça à l'image On va aller le filmer. Alors toujours avec cet ennui qu'on n'a pas l'autorisation de tourner à l'intérieur, mais je pense que moi, enfin, après on va en discuter, mais je trouve que c'est des images très très fortes. Les salariés sont encore sur le site. Les machines sont démontées sous les yeux des salariés. Tu m'expliques qu'ils sont en train de démonter les machines au même endroit, au même moment où il y a encore des ouvriers qui travaillent sur d'autres machines à côté, mais c'est cynique. Usine Haussmann, le 30 juin 2008. La valse des camions de déménageurs a déjà commencé. L'usine est méthodiquement démontée. Les premiers métiers à tisser partent vers un nouvel avenir. Santé à tout le monde pour la fin. Santé. Ching, ching. À l'écart, une vingtaine de salariés ont organisé un pique-nique. Une façon de marquer l'événement, mais surtout d'affronter ensemble leur destin. Christian est venu pour partager ce dernier moment de solidarité. Cela fait plus d'un mois qu'il n'a pas mis les pieds ici. Il est un peu démoralisé. Je commence à avoir la cervelle qui chauffe, moi. Ah bon? C'est ça. Ah, le concours, si c'était qu'un simple... Je te dis franchement, si c'était qu'un simple diplôme, du fait qu'il y a un diplôme, il faut avoir 10. Moi, maintenant, ça fait... Maintenant, ça va faire 6 fois que je le passe. Sur 6 fois, je l'aurais eu 5 fois. Le problème, c'est que, bon, ben voilà, à chaque fois, tu te présentes. Si t'es pas dans les 30 premiers, ben voilà, tu recommences. Voilà. Ça va, et toi? Sous les yeux des ouvriers, les camions continuent de défiler. C'est toute leur vie de travail qui disparaît. Quand on voit ces camions, c'est comme si on vous prendrait vos meubles chez vous. C'est comme un huissier, hein. On vous prend votre emploi, on vous prend les machines que vous avez travaillé dessus. On embarque tout et on le liquide. Ça fait très mal au cœur. Ça, c'est... On sort, on vide les ateliers. C'est moi, je vais faire le franc-maçon du nouveau. Alors, tu rentres là-dedans, c'est carrément un cimetière. Ouais, je me doute, ouais. Un cimetière complet. Ouais. Écoute, nous on a bossé pendant, tu peux dire, pendant 3 semaines. Ouais. Enfin, tu peux dire 2 semaines, grosso modo. Les 2 dernières semaines, les métiers marchaient. Après, ils démontaient tout. Les mecs, lamentable, malheureux. Malgré ses réticences, Christian finit par suivre ses camarades. Ultime visite de l'usine, solde de tout compte de 12 siècles d'activité industrielle. C'est quoi, Christian, pour vous ça? Le fait, disons, de le voir, ça te projette encore un peu plus dans la réalité. Là, t'es confronté au réel. Là, maintenant, c'est mort. Les images parlent d'elles-mêmes. Hors de la vue des ouvriers de DMC, cachés par les bâtiments de l'usine, des manutentionnaires embauchés spécialement par la direction Safer. Ils trient les dernières machines, celles qui peuvent encore être vendues, celles qui partent à la casse. Pour Serge et Isabelle, qui n'ont pas encore quitté leur appartement, le spectacle est à la limite du supportable. Ah, des souvenirs qui partent. C'était mon terrain, là. Mon terrain où je me plaisais, où j'étais vraiment bien.
Quand vous entendez le bruit des machines tomber dans les conteneurs, ça vous serre la gorge. Hein? Nous, on doit délaisser nos machines. On dit un peu nos machines parce qu'on a bien aimé travailler avec nos machines. C'est comme si c'était à nous. Malgré qu'on se rencontre, rien n'est à nous. Mais voilà, et tout ça, ça part. Ça fait pas de plaisir. Hein. C'est pour ça qu'on est content de partir, pour ne pas voir tout le reste. Ça, je pense qu'il y aura encore d'autres choses. On savait qu'on devait quitter, on savait qu'on va perdre l'emploi, on savait que les machines vont être vendues. Mais c'est vrai que le contexte, ça aurait pu se faire autrement, oui. Ça aurait pu se faire autrement. Le petit soir, t'as fini son métier, elle va sur l'autre, il lui démontre le métier où dès qu'elle vient de finir. Ça, c'est donc pas... Ça, c'est pas humain, ça. Il va où le conteneur, là? Il va dans un centre agréé de recyclage. Voilà, et ça va être recyclé, ça sera la nouvelle ferraille de nous. Ça ira dans les voitures ou je sais pas ce qu'ils feront avec. Si le démantèlement de l'usine est aussi douloureux pour Serge, c'est que comme beaucoup d'autres, il s'était particulièrement investi. Il avait lui-même conçu certaines machines pour améliorer la productivité et la qualité des produits. Les chariots, là, je les ai dessinés. Tu dois d'abord être inscrit aux assises. Et après, on les a laissés fabriquer sur mesure. Ah oui. Et après, tous les fins du mois, avant-dernier jour, Penses-tu? C'était un plaisir de le faire. Il y a d'autres chariots que j'ai fait par après. C'est l'amour du travail bien fait, dernier vestige de la culture ouvrière de ces hommes et femmes, aujourd'hui rattrapés par la réalité économique. À quelques mètres de là, nous croisons les acheteurs étrangers venus contrôler le chargement des métiers à tisser qu'ils ont achetés. Ils n'ont pas l'air conscients du drame humain qui se joue ici. Vous parlez anglais? Oui, nous sommes du Bangladesh. C'est votre société qui a acheté les machines? Oui, c'est notre société. C'est des bonnes machines? Oui, très performantes, très bonnes. Et au Bangladesh, vous allez faire quoi avec? On va produire des chemises, des pantalons que l'on va vendre en Europe et aussi dans d'autres pays du monde. Elles sont chères, ces machines? Les machines? Elles sont chères? 6 000 €. 6 000 € Par machine. C'est cher. Et c'est une opération rentable pour vous? Oui. Visiblement, c'est une bonne affaire. Mais pour Serge, cette présence, le jour de la fermeture, est un dernier coup de poignard. Ça fait mal quand on voit ça. Ils tournent autour des machines, quand les ouvriers ils font encore tourner leurs machines et eux, ils commencent déjà. Ils sont là en train de regarder comment on démonte les machines. Ils prennent encore les dernières informations pour travailler le tissu que nous on a fait ici. Par contre, on avait fait du tissu spécifique, des tissus à valeur ajoutée. Eux, ils vont peut-être faire du sportswear, un tissu classique avec nos machines. Ils viennent encore pour les derniers petits détails et pour acheter ces machines. Ça, c'est cruel, c'est cruel. Ce que Serge a le plus de mal à comprendre, c'est que ces machines partent à l'autre bout du monde pour fabriquer des vêtements qui seront un jour peut-être vendus en France. Une dernière fois, Serge nous invite à monter chez lui. Son déménagement est quasiment terminé. Il a décidé de quitter son appartement avant même la fin de son préavis. Pendant des années, on a été bien ici. 20 ans. 20 ans, c'est là. 20 ans, dans cet appartement. On a été très bien. On vivait bien, il faut le dire, on vivait bien. On avait de très bons moments, on vivait bien, comme je disais. Et maintenant, mon avenir, je le verrai peut-être plus de cette manière. Je pense que dans ma vie professionnelle, j'ai toujours progressé. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai sûrement régressé. Autant qu'on a évolué, autant qu'on s'est fait un train de vie, c'est vrai. On vit bien, mais autant aujourd'hui,
Je suis peut-être pessimiste. Avant, on avait toujours un avenir devant. Aujourd'hui, ce sera différent. Vous avez l'impression d'avoir été... Jetés. Les ouvriers sont jetés, c'est tout. Comme les machines. Comme les machines. Poubelle, un coup de pied au cul. Et tout ça par la direction. Ces meubles, Serge va maintenant les entreposer chez sa famille, le temps de trouver un nouveau logement. Le site d'Haussmann est fermé. Depuis le début de notre enquête, 284 emplois ont été supprimés chez DMC ou sont en passe de l'être. Le groupe est toujours en redressement judiciaire. La nouvelle direction tente de trouver un repreneur pour les 700 autres emplois menacés. Pour Christian comme pour Serge, l'avenir c'est une cellule de reclassement. Mise en place par la direction, elle doit leur permettre de retrouver un travail. Mais ces dispositifs de reclassement sont-ils vraiment efficaces? Il y a une cellule de reclassement, c'est ça? Ces cellules de reclassement, parce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est pour faire du chiffre? Est-ce que c'est pour, pour remettre un petit coup de peinture pour que ça soit un peu moins difficile? Et ça fonctionne? Est-ce qu'on peut enquêter là-dessus? On va enquêter justement. Alors, la cellule de reclassement, si tu veux, elle a pour mission, c'est pour accompagner les salariés, c'est pour pas les laisser comme ça du jour au lendemain à la rue. Et puis leur donner des conseils pour trouver un nouveau boulot, des conseils pour faire des CV, des choses comme ça. Enfin, voilà, bref, c'est pour les aider à essayer de rebondir et puis surtout pour pas les lâcher du jour au lendemain, les laisser, tu vois, à la NPE, au chômage, etc. Est-ce que ça fonctionne? C'est une interrogation légitime. Il semblerait pas très bien. Et notamment, on a un autre exemple. Un autre endroit. Voilà, il y a eu un plan social très important chez Arena, dans le sud-ouest de Libourne. Les maillots de bain? Il y a un an, pile. C'est du textile, c'est pareil. C'est récent. Non? Oui, oui. C'est récent, c'est il y a un an. Donc là, il y a eu une cellule de reclassement mise en place par la direction. On leur a 161 personnes au chômage, enfin virées. On leur a dit, ne vous inquiétez pas, cellule de reclassement, on va toutes vous retrouver un travail, un CDI, quelque chose de bien, etc. Voilà. D'accord. Et alors, donc, il y a un an... Ah oui, mais là, ça se fait bien, parce qu'en un an, ils ont dû avancer dans le reclassement. Eh bien, il semblerait qu'il n'ait pas beaucoup avancé. Donc. Non, mais ça, il faut aller voir. Direction Libourne, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, le siège de la société Arena. Nous rencontrons d'anciennes salariées licenciées il y a un an. Grève, occupation de l'usine. Pour sauver leur emploi, elles se sont battues comme les ouvriers de DMC. Et ici aussi, une cellule de reclassement a été mise en place. Mais chez Arena, le bilan est plutôt négatif. Et la partie logistique, c'était là. Derrière. Voilà. On préparait les commandes là et on recevait le travail de la Tunisie. Vous étiez combien à travailler là? 161. 161. Ils nous faisaient les forums pour l'emploi et il y avait des gens, des maçons, des... Oui, des maçons, tout ça, rouler les boîtes. Oui, oui. Vous avez proposé de travailler dans le bâtiment? Au départ, oui. Mais Au départ, oui. les métiers en tension, alors. Non, sérieusement, la cellule de reclassement vous ont dit allez travailler dans le bâtiment. Donc, de passer des maillots de bain à la maçonnerie, ça leur paraissait tout à fait normal. Apparemment, il n'y a pas de souci. C'est ce qui était peut-être le plus logique pour eux, le moins dur, je sais pas. Ouais. Et aujourd'hui, donc, vous ne travaillez pas? Non, j'ai toujours rien. Ça fait un an, je suis sur la touche. Et pourtant, il y a une cellule de reclassement qui a été mise sur Oui, pied. on m'a orienté sur une formation, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas apporté ses fruits. Il faut dire bon, aussi que les offres d'emploi, il n'y en a pas tellement. Hein. Et parfois, j'ai une piste, mais bon, elle n'aboutit pas. Donc, Dans le plan social qui était prévu, c'était de vous reclasser toutes, c'est ça? En CDI, oui. En CDI, oui. C'était écrit noir sur blanc. À l'heure d'aujourd'hui, nous, on ne peut pas avoir un CDI là où c'est qu'on travaille. On travaille au même endroit. On ne peut pas avoir un CDI parce qu'on n'a pas de diplôme. On n'a pas de formation. Donc, ils ne peuvent pas nous donner un CDI. Dans ce document signé lors du plan de licenciement, la direction d'Arena s'engageait à fournir à ses salariés des offres de reclassement valables, c'est-à-dire des offres qui devaient déboucher sur des emplois stables. Une offre est qualifiée de valable lorsqu'elle porte sur un CDI ou un CDD de 6 mois. L'entreprise avait même fixé un objectif très ambitieux à sa cellule de reclassement, 100% de réussite. Aujourd'hui, pour les anciennes salariées, ces promesses ont un goût amer. Très peu d'entre elles ont retrouvé un emploi à durée indéterminée. On est très loin des 100% de reclassement dont les journaux se faisaient l'écho à l'époque. Il y a beaucoup de CDI ou pas? Non. Non, franchement. Non, franchement, non. Bon, il y en a 3 à la mairie de Libourne, là. Et vous, au départ, quand ils vous ont dit 100% de reclassement, vous y avez cru ou pas? Bien sûr. On nous a trompés sur les formations.
Les formations étaient pourtant au cœur du processus de reclassement. Elles devaient assurer la reconversion des employés d'Arena. Le problème, c'est que très peu de salariés en ont bénéficié. Enfin, le message qu'ils avaient transmis, c'était ça. Hein, pas de soucis, les filles, vous allez faire des formations. Hein. Au bout du compte, il y en a très peu qui ont... On nous dit que la formation, il faut qu'on se la paye. Voilà. Avec notre prime de licenciement. J'aurais fait si je m'étais payée, ça c'est sûr. On a touché notre prime de licenciement, on doit se la payer avec. Peu de formations et des formations que certaines salariées ont dû financer elles-mêmes. Une fois encore, on est très loin des engagements de la direction. Nous avons tenté de rencontrer le PDG d'Arena. Il a finalement accepté de nous parler par téléphone. Selon lui, la cellule de reclassement a très bien fait son travail. Quand on leur propose du travail dans le bâtiment, ça paraît assez dérisoire par rapport à l'engagement initial contracté. Le premier engagement qu'on avait pris, nous, c'était d'assurer une solution identifiée à 100% des salariés qui adhéreraient au dispositif de reclassement et qui étaient actifs dans cette démarche-là. Au moment où je vous parle, sur les 161 salariés qui ont été licenciés au 31 mars 2007, il y en a 144 qui sont en possession d'une solution identifiée. 144 solutions identifiées. Pour le président, et selon les engagements de sa cellule de reclassement, cela signifie que la presque totalité des anciens employés ont retrouvé du travail. Pour cet avocat, il n'en est rien. Il représente 96 salariés d'Arena et selon lui, le compte n'y est pas. On nous dit que c'est du sur-mesure. En fait, résultat des courses, absolument pas. Vous avez pu en rencontrer. Les solutions identifiées, ce sont des dames ou des salariés qui ont été tellement choqués par le ton condescendant du cabinet à leur égard qu'elles sont parties. Alors celles-là, on les considère comme solutions identifiées. Il y en a qui enchaînent des CDD d'une semaine, comme on a dit tout à l'heure. Il y a donc de CDI, de gens véritablement reclassés, il y en a une infime minorité. Je crois que pour le moment, on en est à 26% de recasés en CDI ou en CDD. CDD, donc aucune garantie de stabilité. Ce qui représente une quarantaine de personnes sur 161 licenciés. Voilà pourquoi les laissés pour compte ont pris un avocat. Aujourd'hui, ils contestent devant les tribunaux le motif économique de leur licenciement et les engagements non tenus. Selon lui, Arena et son cabinet de reclassement ont fait preuve de cynisme. C'est une mission impossible. Comment voulez-vous recaser 161 femmes, dont certaines ont dans les 40-50 ans, n'ont aucune qualification en dehors de leur précédente qualification, dans un bassin d'emploi comme le Libournais? C'est évident que l'engagement de reclassement à 100% pris par Arena, il est intenable dès le départ. Et puis le résultat, il est évident, c'est qu'on va avoir un taux d'à peu près 70% d'échecs. Donc ces 70% d'échecs vont finir aux acédiques, et c'est vous et moi, avec nos cotisations et nos impôts, qui allons financer le coût financier qu'a réalisé Arena avec ce licenciement global. À la rédaction de cellules de crise, l'avenir des exclus du reclassement suscite une nouvelle piste d'enquête. Le reste de ces gens-là, ceux qui n'ont pas été reclassés, sont au chômage. Ils vont toucher 57%, c'est ça, le salaire brut. Donc c'est les acédiques et c'est la NPE qui est chargée de leur trouver du boulot, quoi. En gros. C'est ça, on avait fini. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe dans une agence de la NPE sur ce dossier. Comment ça se passe? Après le reclassement, ça ne fonctionne pas. Les fins de droit, parce qu'ils resserrent les vis là, en ce moment. C'est plutôt la tendance. On a des accords avec la NPE. Alors, c'est pareil, je suis en négociation avec la direction nationale de la NPE. Ils donnent, ils autorisent. Ils autorisent, oui, enfin là, ils sont pas chauds, hein, je te l'avoue. Ils sont pas fermés pour l'instant, mais ils sont pas chauds. Souvent, ils autorisent, mais ils te laissent pas toi choisir la NPE dans laquelle tu vas les tourner. C'est un sujet un peu sensible, donc ils n'ont pas envie que tu mettes... Tu tournes à Mulhouse, quoi. Pardon? Ils t'envoient à Brest quand tu tournes à Mulhouse. Ah, là, je pense qu'ils vont choisir la NPE, si tu veux, et puis un peu modèle, choisir la pire de France. Non, mais bon... L'agence finalement choisie, c'est la Maison de l'Emploi de Nanterre, un site modèle où la NPE partage ses locaux avec les acédiques. Pour les chômeurs, c'est très pratique. Nous rencontrons Nathalie Tabac. C'est la première fois qu'elle s'inscrit. Elle est aide-soignante et vient de perdre son emploi. Vous voulez vous inscrire là parce que vous avez été licencié? Disons que là j'étais en CDD et
jusqu'au 9 juin et tout, donc je compte m'inscrire pour prendre un emploi dans le même domaine où j'étais, mais en CDI. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Nathalie est reçue par une conseillère. Nous sommes autorisés à assister à l'entretien. L'agence et la conseillère ont beau avoir été choisis pour nous, nous allons constater que le parcours de cette demandeuse d'emploi est semé d'embûches. Ce que je veux, c'est ne plus changer à chaque fois de maison de retraite. Parce qu'il arrive à un âge où, à faire des CDD et tout, il faut toujours retrouver une organisation. La conseillère semble à l'écoute. Nathalie recherche un contrat à durée indéterminée dans une maison de retraite. La conseillère lui propose de consulter les offres d'emploi. Alors là, on a, vous voyez, il y a 89 offres sur ce métier-là dans le département. 89 offres d'emploi pour Nathalie, c'est une aubaine. Seulement voilà. Et bon, on va finir. Alors on va plutôt regarder les CDI. Parce que c'est déjà aussi la priorité de ce que vous recherchez. Donc là, vous voyez, on n'a plus que 58. Et on va regarder du temps plein. Ah bah là, on n'a plus que 5, vous voyez. Donc, Des 89 propositions initiales, il n'en reste que 5. Les autres offres sont à temps partiel. Pour que Nathalie ne reparte pas découragée, la conseillère lui glisse une proposition de stage. Donc, il y aurait quelques modifications à apporter à votre CV. À l'agence, on a des ateliers. Toutes les semaines, on a des ateliers qui durent entre 3 et 4 heures. Où, au cours de cet atelier, on vous apporte une méthodologie pour faire vos CV. Le stage de curriculum vitae, un grand classique de la NPE. Nathalie a peut-être besoin d'un nouveau CV, mais la conseillère a oublié un petit détail. Et donc la convocation pour l'atelier du CV, madame est obligée de s'y rendre ou... C'est mieux parce que ça fait partie quand même, nous c'est un conseil qu'on lui a donné. Non mais c'est une convocation officielle, je veux dire, elle est obligée de s'y rendre. Ouais. D'accord. Si par exemple elle s'y rendait pas, ça pourrait ouvrir, ça pourrait être... Oui. Elle pourrait être sanctionnée. Oui. Ça vous le saviez ça? Non, parce que je ne l'ai pas dit. Voilà. Alors, non. Nathalie, comme la plupart des chômeurs, ne connaît pas toutes les subtilités des obligations imposées par la NPE. Si par exemple au bout de 3 ou 4 mois elle ne trouve pas de CDI, que vous lui proposez des CDD à temps partiel, elle est obligée de les accepter ou pas? Question piège. Bah oui, quand même. Enfin, c'est aussi pour ça, c'est pour elle, quoi. Je veux dire, après, il faut aussi qu'elle comprenne. Enfin, je veux dire, il faut que le conseiller aussi lui explique qu'elle est là quand même. Elle n'a pas que des droits, elle a également des devoirs. Et son devoir, c'est quand même de retrouver un emploi. Hein, je veux dire, oui, elle va être obligée d'accepter ses CDD aussi. À la fin de l'entretien, Nathalie a bien compris le message. Elle doit se rendre au stage de CV. Elle doit aussi accepter les contrats à durée déterminée dès qu'ils se présentent. Bon ben voilà. Bon, allez, au revoir madame et bon courage. Merci, c'est gentil. La conseillère a bien fait son travail. La demandeuse d'emploi ne sera pas comptabilisée dans les chiffres officiels du chômage. Pourquoi? Nous posons la question au directeur de l'agence. Vous avez 8 catégories de demandeurs d'emploi aujourd'hui qui sont référencées. Au sens du Bureau international du travail, c'est la catégorie 1 qui est prise en compte. Donc en général, on ne parle que de la catégorie 1, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui sont immédiatement disponibles, qui ne sont pas en activité et qui recherchent un emploi en CDI à temps complet. Ce sont ces personnes-là, 1 800 000, 1 850 000 demandeurs d'emploi. C'est 7% des chiffres C'est les 7,2% au dernier chiffre connu en métropole. C'est le taux de chômage qui est officiel. Et qui ne reflète pas la réalité du marché du travail et de la demande d'emploi en France. Le taux de chômage tel qu'il est calculé, il est calculé sur la catégorie 1, qui ne comptabilise donc que les demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'un CDI à temps complet. Le chiffre officiel du chômage ne représente pas réellement le nombre total des demandeurs d'emploi. Voilà ce que le directeur a du mal à reconnaître. Pourtant, c'est bien le cas. Il existe 7 autres catégories de demandeurs d'emploi qui ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux de chômage. Depuis, Nathalie Tabac a bien effectué son stage de curriculum vitae, mais elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi. Selon l'INSEE, le taux de chômage a baissé à 7%, moyenne du premier trimestre 2008. D'accord? Ce qui est vrai, c'est que derrière ce chiffre, il y a tout un maquis de catégories, de comptabilité, où tu as des gens qui, effectivement, sont privés d'emploi, mais ne sont pas inscrits à la NPE. Comptabilisés comme chômeurs. Ils ne sont pas comptabilisés à la... D'accord. Voilà.
C'est ça qu'on va essayer de décrypter un peu. On a la chance d'être en contact avec quelqu'un qui travaille à la NPE, enfin qui travaillait à la NPE, qui est en disponibilité, et qui a toujours l'intranet de la NPE, et qui est une agent, hein, elle travaille à la NPE, donc elle est parfaitement compétente et habilitée pour en parler. Mais simplement, elle a pris un petit peu de distance avec la NPE, parce que justement, elle n'est pas tout à fait d'accord, elle est un petit peu écœurée par cette hypocrisie des chiffres. Et elle a envie d'en parler, et là, paraît-il, les documents assez étonnants. Comment tu l'as trouvée, cette fille? Écoute, en cherchant. Direction Carcassonne, dans le sud de la France. Depuis quelques années, Fabienne Brutus est devenue la bête noire de la NPE. Elle en connaît tous les rouages pour y avoir longtemps travaillé. Document à l'appui, elle n'a de cesse de dénoncer l'hypocrisie des chiffres officiels. Quand on prend toutes les catégories, les RMistes, la précarité, le temps partiel subi, on est quasiment à 19% de la population. 19%. Là j'ai un document, par exemple, qui nous dit population INSEE, on est toujours aux alentours de 62 millions. On a, par exemple, en adultes qui perçoivent le RMI, on a 1 300 000 personnes. Ça, c'est un document interne de la NPE. On a 1 300 000 personnes au RMI. Or, les RMistes inscrits à la NPE, toutes catégories confondues, sont 468 000. Donc déjà, vous voyez le nombre de RMistes qu'on peut rajouter au chiffre total de la NPE. On peut rajouter presque 1 million d'RMistes en plus. Donc, je veux dire, sans chercher loin, sans être spécialement doué en mathématiques, on arrive quand même très très rapidement à, ouais, je vous dis, presque 19% de la population qui est soit au chômage, soit RMiste, qui est privé d'un emploi décent. Autre chiffre ultra sensible, le pourcentage des chômeurs supprimés des listes de la NPE sans pour autant avoir retrouvé un emploi. Là, on a ici un document, par exemple, qui est intéressant, un document interne au cadre de la NPE. Et lors d'un séminaire, où on se raconte à quel point tout va bien, à quel point tout va aller encore mieux. Et c'est écrit noir sur blanc. Les sorties des bénéficiaires du RMI et de la SS qui sont inscrits à la NPE. Bon, là, il se trouve que c'est en langue de Roussillon. Motif des sorties, reprise d'emploi 22%, absence à contrôle 49,1%. Ce qui veut dire que quand même, dans un cas sur deux, quand quelqu'un sort de la liste des demandeurs d'emploi, c'est pour absence à contrôle. Alors ça veut dire quoi? C'est pas que les chômeurs sont tous des épouvantables fainéants qui ne se rendent pas sur les lieux du contrôle quand on veut les contrôler. Ça veut dire que ce sont des gens qui, ne touchant plus rien, ou ne touchant, n'ayant peut-être jamais rien touché, ne voient absolument pas du tout l'intérêt de venir pour la énième fois à la NPE, alors qu'on leur demande juste de montrer patte blanche et qu'on leur propose rien en échange. Absence à contrôle, 49,1% comme motif des sorties. Ça, c'est quand même, ça fait un peu étonnant, quoi. Et ça fait baisser le chômage. Et ça fait carrément baisser le chômage, bien sûr, oui. C'est pour ce genre de pratique que Fabienne Brutus a demandé d'être mise en disponibilité. Elle ne compte pas revenir travailler à la NPE. Les moyens de contrôle et de sanction des chômeurs ont toujours existé. Légitimes, la plupart du temps, absurdes ou arbitraires parfois. Le Creusot, en Bourgogne. Dominique Caldi vient de subir l'un de ces contrôles excessifs. Serveuse dans un restaurant situé à quelques kilomètres de son domicile, elle est licenciée pour raisons économiques il y a 1 an. Dominique s'inscrit à la NPE et ne baisse pas les bras. J'ai cherché un peu de travail en téléphonant à droite, à gauche, mais bon. Après, il y en a du travail dans la restauration. Je regarde sur Internet, il y en a partout. À Châlons, à Mâcon, à Louhans, dans les autres départements. Moi, je veux dire, j'ai ma fille ici, je vais pas déménager ou partir 3 mois pour travailler. Dominique n'a pas de permis de conduire. Elle apprend qu'une nouvelle brasserie va ouvrir à 10 minutes à pied de chez elle. Elle contacte le propriétaire, ils font affaire. Une fois les travaux d'aménagement du restaurant réalisés, il l'embauchera en CDI. Normalement, c'était pour le mois de juin, mais il a eu beaucoup de problèmes avec le 1er mai, le 8 mai, donc avec les gens qui devaient travailler pour lui, parce que c'est tout à refaire, tout. Et donc, pas avant le mois de juillet. 1er juillet. Ouais, il m'a recontacté, il m'a dit 1er juillet, vous n'aurez pas de travail. Pourtant, 2 mois après avoir touché ses premières allocations chômage, Dominique reçoit un courrier de la direction départementale de l'emploi. On lui annonce la perte de 20% de ses indemnités. Motif ? Ne cherche pas assez activement du travail. Dominique conteste et envoie même une lettre signée par son futur employeur. Rien n'y fait. Elle dit, vous m'envoyez ça, elle dit, moi, ça me sert à rien, ça vaut rien. Ah, voilà. Alors, je sais pas pourquoi elle l'a pas contacté. Il nous aurait dit,
Il m'aurait dit qu'il m'a fait une promesse d'embauche et que j'allais commencer au mois de juin ou juillet. Donc, mais elle n'a pas voulu l'appeler. Le restaurant, le voici. Nous avons demandé à Dominique de pouvoir rencontrer son futur patron. Il accepte et lui non plus ne s'explique pas cette situation. Et vous avez compris l'attitude de la direction départementale de l'emploi en ce qui la Non, concerne? non, pas du tout. Parce que moi, quand elle me demandait de lui faire sa lettre, je lui ai fait. J'ai fait sa lettre en lui disant que je m'engageais à l'embaucher au moment où les travaux seraient terminés et que le bar serait ouvert, le bar passerait. Et puis, En plus, c'est elle qui est venue vous voir, elle a recherché un travail. c'est elle qui est venue me trouver, oui. Moi, ce que je lui propose, là, c'est quand même c'est un vrai contrat, c'est un CDI que je lui fais. C'est pas. Ils n'ont rien voulu entendre. Pour le moment, apparemment. Ça leur convient pas. Donc, j'apprends aujourd'hui que. ça leur convient pas. C'est pas suffisant. Ah non. Je préférerais à la limite que vous travaillez 15 jours par-ci, 15 jours par-là. Peut-être. Et, et pourtant, il y a vos coordonnées. Quand j'ai Oui. appelé cette dame, je lui ai dit il y a des coordonnées si vous voulez contacter. Et elle vous a pas contacté? Non, pas du tout. J'ai jamais eu aucun contact avec cette dame. Pour tenter d'élucider le motif réel de cette sanction, nous demandons à Dominique de rappeler son interlocutrice à la direction départementale de l'emploi. Bonjour, c'est Madame Caldi du Creusot. Madame Caldi du Creusot, oui. Oui, je vous avais téléphoné. Vous m'aviez envoyé un courrier, je vous avais téléphoné. Vous m'avez renvoyé un courrier. Oui. Parce que vous m'avez supprimé pendant 2 mois 20% sur le montant de mes acédiques. Oui. Ouais, mais vous êtes sur un métier en tension, hein, sur un métier où il y a normalement de l'offre, hein. De l'offre, mais dans les autres départements, je vous ai dit que j'avais pas le permis. Vous m'avez si bien dit... Les autres départements, la Saône-et-Loire est quand même suffisamment vaste, hein. Ouais, à pied, oui, c'est vaste, oui, très vaste même. Mais il faut passer votre permis, Madame Caldi. Bah, vous m'avez déjà dit ça, vous n'avez pas recommencé. Vous m'avez dit de passer mon permis, j'ai pas d'argent, je travaille plus. Au bout d'un mois de mes allocations, vous m'en coupez 20%. Vous avez pratiquement le SMIC net, hein. Ah bah avec les 20... Ah ouais, bah avec 20% en moins, ça fait pas tout à fait ça. Quelques leçons, non? Quelques leçons, oui. Vous avez des choses que vous voulez pas entendre. Que je veux pas entendre, mais attendez. C'est la réalité, vous mettez pas les moyens pour rechercher du travail. Je perds mon boulot le 31 décembre, madame. Au bout d'un mois et demi, vous me dites, vous ne faites pas... Vous attendre que les employeurs viennent vous contacter, ça n'arrivera jamais, effectivement. C'est l'impasse, nous tentons de comprendre. Je m'appelle Benoît Bertrand Caddy, je suis journaliste pour France 2. On fait un reportage sur l'emploi. J'essaie de comprendre un petit peu la situation, dans la mesure, si vous voulez, où Madame Caldi apparemment vous a fourni une attestation de quelqu'un qui va lui proposer un emploi très prochainement, où elle n'a pas été au chômage pendant une durée excessive. Avec une promesse dans le vague, moi je ne sais pas du tout si ça va se réaliser. Hein. Bah, c'est pas dans le vague, c'est une lettre... Il n'y a pas de... Non mais c'est une lettre manuscrite, signée, datée... Ça, hein. Pardon? C'est du conditionnel, ça. Mais je ne sais pas si ça va se faire. Les sanctions de 20% au bout d'un mois de chômage, ça paraît un peu dur. D'autre part, vous lui signalez qu'elle doit... Elle peut le contester. Oui, non, d'accord, devant le tribunal. Elle a toute l'attitude au niveau juridique pour le faire. Oui, bah vous savez que c'est pas simple pour les gens souvent de se... Pourquoi c'est pas simple? Oui, bon, d'accord. C'est un recours hiérarchique, il me semble, devant le directeur régional du travail à Dijon. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Bon, si lui me désavoue, on l'annulera. Hein. D'accord. Enfin, en attendant, elle a perdu une partie de ses revenus. D'autre part, vous le signalez qu'elle devrait passer son permis, vous l'avez redit, de conduire. C'est une obligation légale de passer son permis de conduire en France? Non, il n'y a pas d'obligation, mais si elle veut se donner les moyens de rechercher du travail, elle doit... Elle vous a prouvé qu'elle recherchait du travail puisqu'elle en a trouvé un. Ah ben, à ce moment-là, qu'elle fasse recours pour que je sois désavouée par le DR ou par le tribunal administratif. Bonne journée, au revoir. La sanction peut paraître arbitraire. Rares sont les chômeurs qui utilisent les voies de recours disponibles. Dominique n'a pas tenté de récupérer ses 20% d'indemnité chômage supprimées. Aujourd'hui, les travaux du restaurant se terminent. Elle a signé son contrat d'embauche. Retour à la rédaction. Nous venons de découvrir une affaire encore plus étonnante. Une chômeuse aurait été radiée par la NPE pour avoir refusé de louer une maison. Il y a une autre affaire, c'est l'affaire... La NPE trouve du travail à des gens, mais en fait, c'est pas du travail. Alors en fait, c'est une histoire un peu surréaliste. C'est une annonce qui a été passée dans plusieurs agences ANPE, qui est une annonce qui mentionnait CDI, bonne rémunération, etc. Donc il y avait une pression de la part de la NPE pour que les personnes qui avaient le profil se présentent
à cet employeur. Et en fait, c'était pas apparemment un contrat de travail qu'on leur proposait, mais un bail de maison, pour louer une maison. Tu loues la maison, la société. Voilà. Non, mais je viens chercher du travail. La NPE, et la NPE il y a une annonce à la NPE qui propose du travail. Sauf qu'en fait de travail, on propose, comme le dit Benoît, un bail. C'est un bail d'une maison qui est là pour accueillir, qui est adapté pour accueillir des personnes âgées. Donc, si tu veux... Donc le boulot, c'est venez payer le loyer, un bail, c'est ça? Il faut que les gens payent un loyer. Exactement. Trouvent des personnes âgées. Créent son propre emploi, finalement. Obtiennent l'autorisation des conseils généraux pour s'en occuper. Et après, ils peuvent éventuellement espérer rentabiliser leur investissement, entre guillemets. Alors, le problème, ça serait anecdotique, mais le problème, c'est qu'il y a une personne qui a refusé, parce qu'elle a dit, d'une part, c'est pas un contrat de travail, c'est un bail, puis d'autre part, je suis pas qualifié pour m'occuper de personnes âgées. Ah oui. Et la NPE l'a radié. Radier des listes de... La NPE l'a radié. Il lui a envoyé un avis de radiation. Oui, parce qu'elle avait refusé de louer une maison, en fait. Parce qu'elle avait refusé de louer une maison. Et ça pose le problème du contrôle de ces annonces. C'est quoi l'expression de l'emploi, une offre d'emploi valable. Raisonnable. Raisonnable maintenant, raisonnable aujourd'hui. Oui. Non, mais bon, faut pas non plus stigmatiser la NPE, ils font leur boulot. Heureusement qu'elle existe. Mais nous, on est là. Et là, en l'occurrence. Dysfonctionnement, là. D'accord, mais nous, on est là aussi pour montrer ce qui fonctionne pas, les dysfonctionnements et les trains qui n'arrivent pas à l'heure. On est là pour ça. Donc, tu y vas là-dessus. Pur hasard, cette nouvelle histoire se déroule également au Creusot. Nous avons rendez-vous avec Pascal Guillemoz, le responsable d'une association de chômeurs. C'est lui qui nous a alertés sur l'affaire du bail de Martine Nectou. Et avant, vous faisiez quoi, vous étiez dans quel... Dans la couture, moi j'étais dans la couture. Mon dernier emploi, j'étais livreuse de pizza sur ma mobilette. Alors, c'est vrai? Ouais. Vous avez fait ça? Ouais. J'ai fait ça pendant 2 ans. Oui, donc on peut pas vous accuser en plus de pas chercher du travail, vous êtes prêt à faire Non, mais là je peux plus faire de mobilette. Alors c'est pour ça que... Non, moi j'ai pris ce que j'ai trouvé. Je réponds à toutes les annonces. Il y a quelques mois, c'est le directeur de la NPE du Creusot qui l'appelle en personne. Il a un poste à lui proposer. Alors moi j'ai été, et puis j'ai rencontré la personne qui s'occupait de à l'époque. Il s'est présenté comme un employeur. Alors il nous a expliqué par rapport à l'annonce le travail qu'il y avait à faire. Il nous a fait visiter la maison. Et puis, il m'a donné un contrat. D'après lui, c'était un contrat de travail. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai détaillé le contrat et j'ai vu que ce n'était pas un contrat, que c'était un bail. Finalement, Martine Nectou n'a pas donné suite. Nous voulons en savoir plus sur cette drôle d'annonce. Nous avons retrouvé d'autres personnes qui ont accepté l'offre de la NPE. Martine Ribeiro a signé le fameux bail. Le principe est simple, la société leur loue cette maison dans laquelle ils peuvent accueillir des personnes âgées. Et ce sont ces pensionnaires qui les rémunèrent. Elle est bonne, la soupe. Elle est bonne? Oui. C'est normal. Je l'ai faite avec amour. Aujourd'hui, les Ribeiro sont financièrement au bord du gouffre. Il leur a fallu 8 mois avant d'obtenir l'agrément permettant de s'occuper de personnes âgées. 8 mois sans rémunération. Et c'est encore eux qui ont dû trouver leur pensionnaire. Les Ribeiro ont le sentiment d'avoir été dupés. C'est des gens qui sont même qui paraissent très bien, parce que ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous avoir et tout. Vous ne prenez pas peur de la somme du loyer qui est monstrueuse. Vous verrez, avec les salaires et tout que vous allez vous faire, tout rentrera dans l'ordre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on est quand même resté plus de 8 mois sans rien toucher, en rentrant dans les maisons. Les Ribeiro paient 1 058 € de loyer par mois. Leurs 3 pensionnaires leur versent au total 2 400 € tous les mois. S'ils ont du mal à joindre les deux bouts, c'est que les charges de la maison sont lourdes. Là, c'est la chambre de Madame Jules. D'autant plus lourdes que ce pavillon a, semble-t-il, été mal construit. Alors, il lui manque juste la télé parce que la télé est tombée et elle est cassée. Ah oui, la télé s'est décrochée. Complètement, oui. Parce que le mur est pourri. Ouais. Au bout, c'est quand même arrivé au bout de 6 mois, quoi. La télé est tombée. Hein. Ça a été négligé, quoi. La construction est... Oui, c'est... Puis ils auraient dû étudier au niveau chauffage, tout ça, pour les personnes âgées, ils auraient dû étudier plein de choses. Comme elle n'est pas isolée, chauffage électrique, des grille-pains, hein, l'EDF m'a bien dit, c'est des grille-pains. C'est des radiateurs, les premiers prix, quoi. Hein. Et ben on se trouve avec des factures de plus de 4 000 € par an. De chauffage. De chauffage, enfin électricité, quoi. Et à votre charge, tout ça. À notre charge.
Et la liste des malfaçons est longue. Le lino-gondole, la rampe d'escalier menace de casser. Il y a un jour, quand on veut fermer la porte... La porte des toilettes ne ferme pas. Parce que autrement, ça ferme pas. Il y a un mois, ce sont les meubles de la cuisine qui se sont écroulés. Aujourd'hui, les Ribeiro sont décidés à quitter les lieux. Ils projettent d'acheter leur propre maison pour accueillir des personnes âgées. Nous prenons contact avec le promoteur du projet. Il refuse l'interview. Nous tentons tout de même de le rencontrer. Pour le promoteur, ces maisons d'accueil sont un bon concept. Le seul problème, c'est que la NPE a présenté son offre de bail comme un contrat de travail. Qu'est-ce que vous faites? J'ai rien à leur dire, c'est des gens dangereux, je les aime pas. Pour le coup, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez rédigé, mais il y a une polémique quand même, puisque l'annonce présentait, et c'est vrai que c'est... L'annonce. Il n'y avait pas de CDI à signer. L'annonce de la NPE, elle est rédigée par la NPE sur le cadre de saisie informatique légale. Ça fait 17 ans que je me coltine la NPE en leur disant ne mettez pas de CDD ou CDI. Nous retournons voir Fabienne Brutus, la conseillère de la NPE, pour comprendre comment de telles annonces peuvent être proposées aux chômeurs. On est déjà très pressé par le temps parce qu'on est en base arrière, on s'occupe des employeurs, mais on a aussi nos demandeurs d'emploi qui ont besoin de choses, donc on est tout le temps au taquet. L'employeur qui appelle, qui n'est pas forcément super rigoureux, il nous dit « je veux quelqu'un, c'est tel type d'offre », on n'a aucune possibilité de vérifier quoi que ce soit. On prend l'offre. Il faut savoir que comme c'est très important qu'on puisse présenter beaucoup d'offres aux demandeurs d'emploi, il y a une consigne, c'est le téléphone sonne ou un mail arrive et c'est un employeur, vous vous jetez dessus. Dans les 10 minutes, allez hop, zou, l'offre, elle est saisie, elle est rapprochée, donc directement on va chercher des demandeurs d'emploi tout de suite pour leur proposer l'offre. Et c'est bien de travailler vite, mais la précipitation, quelquefois, c'est l'ennemi de la vérification et d'un souci un peu pointilleux de la qualité de l'offre, quoi. Retour au Creusot, au siège de l'association de chômeurs. Pour Martine Nectou, qui a refusé cette offre étrange, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce qui s'est passé après, là, pour vous? Alors après, moi j'ai reçu de la NPE, j'ai reçu une décision de gradation de la NPE. Une décision de radiation, c'est écrit. Voilà, une décision de radiation. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est que ça a été à Madame Nectou et à nous d'intervenir fort, d'écrire des courriers, de dire cette personne-là ne pouvait pas être radiée pour refus d'emploi parce que c'était pas un emploi, c'était un bail. Il a fallu justifier. Ça a été encore aux chômeurs à démontrer qu'il y avait une fraude, que effectivement l'annonce était mensongère. Bon, si c'était que ça, mais il a fallu encore se défendre pour pouvoir. Enfin, il a fallu envoyer des recommandés partout pour demander à ce que la sanction soit levée. Nous demandons des explications à la NPE du Creusot. On nous indique que le directeur est très affecté par cette affaire. Ce sont donc le responsable départemental et l'attaché de presse de la NPE qui nous reçoivent. Ce qui pose un petit peu problème, c'est qu'il y a des personnes, notamment une personne qui a été sanctionnée apparemment par la NPE pour avoir refusé ce bail, qui n'était pas un contrat de travail. Alors, c'est inexact. Elle n'a pas été sanctionnée. Enfin, elle a reçu un avis de radiation. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, l'entreprise nous a informé que le demandeur d'emploi avait fait preuve de mauvaise volonté. Voilà. Donc, nous, dans ces cas-là, effectivement, conformément au rôle qui nous est donné, on demande des explications au demandeur d'emploi, savoir pourquoi, effectivement, il n'a pas donné suite à l'offre d'emploi alors que l'employeur était prêt à le recruter. Donc nous, c'est effectivement, ça fait partie d'une démarche. C'est pas une sanction, c'est une demande d'information. D'accord, parce que nous, on a eu une version différente, comme quoi, justement, ça avait été compliqué avec le directeur de cette agence ici au Creusot, et qu'elle avait eu du mal à faire valoir, justement, les motifs qui l'avaient poussé à refuser ce travail. Non, puisque les motifs ont été immédiatement enregistrés par le directeur de l'agence, qui a suspendu immédiatement l'offre, qui a alerté le service juridique de la direction générale, qui a mené une enquête approfondie sur les conditions d'emploi de cette entreprise et qui en a conclu l'annulation véritable de l'offre. Donc les propos de cette personne ont été non seulement entendus, mais compris et soutenus par l'agence. Objectivement, l'agence a fait très bien son travail. On a notre conscience pour nous, quoi. La NPE a sa conscience pour elle en tant que personne morale. Selon l'association de chômeurs, l'offre est encore restée affichée plusieurs semaines. Malgré le caractère mensonger de l'annonce, la NPE n'a intenté aucune action contre cette entreprise. Le 8 septembre dernier, les anciennes salariées d'Arena ont gagné leur procès.
Le tribunal des prud'hommes a condamné la société à 4,6 millions d'euros pour licenciement abusif. Les 96 salariés qui avaient porté plainte devraient toucher chacune 50 000 euros. Christian a passé 2 nouveaux concours pour devenir aide-soignant. Il attend les résultats. Serge, lui, a retrouvé un appartement. Comme la plupart des salariés de l'usine d'Haussmann, il a fini par toucher sa prime supplémentaire de licenciement. Il n'a toujours pas retrouvé d'emploi. Une partie du groupe DMC a été rachetée par une entreprise de textile pakistanaise. Le plan de restructuration du groupe n'est pas pour autant terminé, une centaine d'emplois est encore en jeu.